Donc aujourd'hui, et là je pense que je vais arrêter ce pan-là du cours, aujourd'hui, dernier cours sur l'étude, l'écriture tout d'abord, l'étude, l'analyse d'équations aux dérivées partielles, limite d'équations aux dérivées partielles en dimension finie. Donc j'en étais à des équations du second ordre. Premier ordre avait été réglé. Second ordre, je vous avais donné les principaux éléments de compréhension dans des cas qui, du point de vue stochastique, correspondent à des browniens indépendants. Et je vais maintenant regarder des cas où on a des mélanges entre les dérivées secondes et en termes d'équations. Et je vais commencer par le cadre le plus simple. Donc toujours, donc là maintenant c'est avec corrélation, c'est le sous-titre. Et la première chose que je vais faire, je vais donc commencer par le cadre le plus simple que l'on puisse imaginer, qui du point de vue probabiliste correspond à prendre n processus qui sont tous, on va faire très très simple, conduits par le même mouvement brownien. De sorte qu'on a bien entendu que grand xi est égal à petit xi plus bt. Je peux mettre un coefficient devant, ça n'a évidemment rigoureusement aucune espèce d'importance. Ou même une matrice symétrique. Tout ceci ne change absolument rien. Donc on va bâtir à partir de là, et on arrivera aussi à un certain nombre de difficultés que je ne sais pas résoudre à l'heure actuelle. Alors, comprendre ceci, c'est, du point de vue de la loi, si on s'intéresse à... Bien. C'est comprendre la solution de cette équation. C'est la somme sur i et j variant de 1 à n de d de u sur dxi dxj. Donc c'est un un égal à 0. Un à l'instant t égale à 0 étant donné par une fonction symétrique. Je m'intéresse à des particules indistinguables, donc des fonctions symétriques. Un0 de grand x, de x1, xn. Chacun des xi peut être lui-même un bloc de variables, auquel cas la dérivée seconde, si chacun des xi, c'est en fait un vecteur xik pour k variant de 1 à d, quand j'écris d2u sur dxi dxj, bien entendu, ce que cela veut dire, c'est la somme de k égale 1 à d de d2u sur dxik dxjk. Bien. C'est un mouvement brownien dédimensionnel. Ces différentes composantes sont indépendantes. Donc, d'où l'aspect qu'on ait le même cas. Ça peut être évidemment une matrice quelconque à la place d'avoir la matrice identité par rapport au cas. Bien, alors un0 de x, donc toujours la même hypothèse, quand n tend vers l'infini, ceci tend vers une certaine fonction continue sur l'espace des probabilités muni de la métrique 2 par exemple. Bon, ça c'est pas la difficulté. Alors donc, que peut-on dire de plus là-dessus? On peut bien observer que lorsqu'on regarde ceci, on est en train de décrire la loi du processus, ou modulo de l'indestricabilité, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder E de un0 de grand xt, et que ceci, ce n'est rien d'autre, vu la simplicité d'écriture des choses, ce n'est rien d'autre que E de, donc ça c'est mon un de x et de t, qui est donné par l'espérance de U0, donc de xt plus le vecteur constant, c'est-à-dire dans lequel on a rajouté à chacune des blocs de variables, chacune des blocs de variables correspondant à xt, on a rajouté bt. L'écriture est très simple. Alors si on veut maintenant écrire cela en termes de... Donc supposer que ce soit à ce niveau-là égal, sinon c'est semblable, à U0 de la mesure empirique, Mnx, de la mesure empirique associée à la configuration grand X, 1 sur n somme des delta xi. Eh bien, qu'avez-vous ici? Donc c'est égal ou semblable.
c'est l'espérance, semblable au sens quand n tend vers l'infini uniformément, c'est égal à l'espérance donc de U0 de... Eh bien, qu'est-on en train de faire? On est en train de prendre la... Je vais l'écrire explicitement, 1 sur n, somme de delta de xi moins bt. En fait, c'est delta xi de delta xi en... c'est delta xi plus bt, pardon. Voilà ce qu'est cette mesure. Voilà. OK, et vous voyez ça en termes, ce que vous pouvez bien entendu écrire sous la forme de mnx translaté de bt. Ça, c'est translation. Et donc, vous voyez tout de suite que quand n tend vers l'infini, cet objet-là converge, au sens qu'on a développé depuis quelque temps, instantanément, vers l'intégrale de, l'espérance de U0 de m translaté de bt. Bon, alors si je veux éviter, à cause des difficultés d'écriture du calcul différentiel sur l'espace des probas, si je prends la version L2, c'est-à-dire toujours en identifiant les fonctions de sur les mesures de proba munies de la distance 2 à des fonctions sur les variables aléatoires L2, de quoi s'agit-il? Faire une translation si m est la loi d'une variable x. Donc je prends maintenant x dans L2, n'importe quel x dans L2, dont la loi de x soit m. Quelle est l'opération correspondant à faire une translation sur la loi? Ça correspond simplement à additionner x et bt. Alors, additionner x et bt, attention, parce qu'on a un mouvement brownien et on a cet espace de proba représentatif des lois. Il y a deux espaces de proba, là. Ils vivent a priori, il faut bien penser que, et c'est là toute la différence avec un vrai Laplacien et puis là un brownien commun, c'est dans le cas du vrai Laplacien, tous les browniens indépendants, on avait dans le même espace de proba les browniens et les x, ou des gaussiennes indépendantes de x, c'était tout le jeu sur le Laplacien en dimension infinie. Et là, on a une situation qui est complètement différente, dans le sens où on a d'un côté L2 de oméga et une certaine tribu et une certaine proba, et qu'on a une autre loi qui correspond à un brownien avec un autre espace de probabilité, donc oméga prime, f prime, p prime. Je mets des étoiles. En fait, puisque c'est un brownien. Et donc là, si on veut être vraiment éviter les confusions, le E, je vais l'appeler E étoile. Cette intégration, cette espérance, là, il n'y a qu'un seul espace de proba. M, c'est une mesure de proba. Je suis en train de faire l'espérance par rapport à BT, par rapport à la loi de BT. Et donc, tout ceci s'écrit, la représentation de la limite, réinterprétée comme fonction sur L2 qui ne dépend que de la loi des variables aléatoires que j'injecte dans la fonction, eh bien, U de x et de t, ce n'est rien d'autre que E étoile de U0 de x plus bt. Voilà. Notez bien la différence avec, donc en remarque, notez bien la différence que lorsqu'on avait pris un vrai Laplacien en x, ce que l'on avait comme formule, c'était un U0 de x plus wt. Où wt était un brownien indépendant de x.
ce n'est pas le même objet. Là, on a deux variables aléatoires dans le même espace de proba oméga, et simplement, on prend cette fonction de cette nouvelle variable aléatoire. Lorsque je fais ceci, je rajoute effectivement un brownien dans un autre espace, et je prends son espérance, et je prends l'espérance par rapport à l'autre brownien. Ça ressemble, à chaque fois, on rajoute un brownien à x, mais c'est vraiment des objets extrêmement différents. Alors, ceci va permettre d'écrire, là encore, on est dans une situation où l'analyse, dans un cas très simple, vous donne instantanément la limite, et ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment formuler l'équation. Je prends des cas très simples pour qu'on voit comment les choses opèrent de façon à écrire les équations, puis après, on sera bien obligé de travailler directement avec les équations parce qu'on n'aura pas des réponses aussi simples. En linéaire, ça va encore, mais dès qu'on va passer au non-linéaire, là, il n'y a plus personne. Alors, de quelle équation s'agit-il? Eh bien, ce que l'on va faire, c'est grosso modo une formule de Feynman-Katz, à part que maintenant, on est sur les variables aléatoires, mais c'est à peu près la même chose. Donc, on s'attend à avoir une sorte d'équation de la chaleur en dimension dans L2. Alors, mais avec un opérateur très, très, très particulier de dimension finie, fondamentalement. Alors, donc, je vais faire d égale à 1 pour éviter toutes les histoires de coordonnées et de choses comme ceci. Donc, en se servant de l'indépendance et de l'aspect du mouvement brownien, comprendre l'opérateur, je veux dire, ceci, c'est de toute façon la limite d'un semi-groupe. Et donc, étant la limite d'un semi-groupe, c'est un semi-groupe. La probabilité de semi-groupe, c'est simplement l'aspect markovien homogène. C'est un processus de Markov fort qui ne pose pas de problème. Donc, comprendre l'équation, c'est comprendre le générateur de ce semi-groupe, formellement. C'est donc comprendre la dérivée en t égale à 0. Sinon, après, vous décomposez bt plus h en bt plus bt plus h moins bt, et puis vous faites la propriété de Markov et vous ramenez au cas t égale à 0. Donc, comprendre la dérivée en t égale à 0. Eh bien, que suffit-il de faire? Ce qu'il suffit de faire, c'est un développement limité qu'on doit pousser à l'ordre 2 parce que Wt est d'ordre racine carrée de t, en termes de taille moyenne. Et donc, ce que vous récupérez, c'est bien entendu un U0 de x plus gradient U0 de x appliqué à Wt. Donc ça, c'est le gradient L2 fois Wt. Alors, lorsque j'écris ça, maintenant, ça, c'est une espérance de gradient U0 de x fois Wt. Parce que vu de l'espace L2, Wt, c'est comme une constante qui dépend du tirage que je fais dans l'espace oméga étoile. Donc, c'est vraiment, quand j'écris ça, c'est un peu dangereux. La manière dont on doit bien comprendre de quoi il s'agit, c'est gradient de U0 de x fois 1 fois Wt. Ça, c'est le premier ordre. Je répète, c'est comme si vous aviez un x de oméga plus un w plus un wt de oméga étoile. Donc ça, c'est vraiment une constante lorsque je fixe oméga étoile fois 1. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs W, c'est un B. Voilà.
Et donc, lorsque je regarde ça comme variable aléatoire dans L2, c'est comme si je rajoutais une constante qui dépend de la trajectoire que j'ai choisie pour le brownien commun. Je suis donc, comme je l'indiquais, obligé d'aller au deuxième ordre. C'est plus un demi de E. Et donc là, je prends la dérivée seconde de U0 en X appliquée à 1, toujours un E, et ça, c'est multiplié par WT carré. J'y tiens décidément, c'est un BT carré. Plus un petit taux de T. Presque sûrement en oméga étoile. Donc maintenant, je dois prendre le E étoile de ceci. Et donc, ce que je récupère, c'est évidemment un U0 de X. Ça, du point de vue, maintenant, c'est une constante, sort du E étoile, c'est un E de gradient U0 de X appliqué à 1, mais ça, à la limite, peu importe, puisque de toute façon, c'est multiplié par E0 de B étoile qui vaut 0. E étoile de BT, pardon, qui vaut 0. Et plus un demi de E de D2U 0 de X appliqué à 1, 1 fois le E étoile de BT carré, mais là, E étoile de BT carré, ça fait T, plus un petit taux de T. Et donc, la dérivée en T égale à 0, vous la voyez, elle est ici. Donc, le résultat des courses, c'est que l'équation limite, on a identifié le générateur, l'équation limite, a priori, doit être dans L2, du sur dt, plus un demi de l'espérance de d2u en x, fois, alors si on est en dimension 1, c'est 1, 1, si on est en dimension d, c'est EI, le IM vecteur de base de RD, et je prends la somme de I égale 1 à D. Donc vous voyez bien, à chacune des variables aléatoires, je regarde la dérivée seconde pure dans la direction EI. Pardon? C'est un moins d'ailleurs, oui. Pardon, oui. Ça vaut mieux. Merci. Voilà. Bon, l'espérance là-dedans, elle ne sert à rien. Je regarde D2U de X comme un opérateur linéaire auto-adjoint, et je regarde sa forme quadratique associée, donc je vais virer l'espérance pour simplifier le plus possible les notations. Hein. Il y a une espérance cachée derrière, parce qu'à la fin, c'est un opérateur qui agit sur un vecteur, et je prends le produit scalaire avec un autre vecteur, donc ça fait une espérance. Enfin bon. Donc je vais simplement essayer de décrire les choses de la manière la plus simple possible. Donc là, ce n'est pas vraiment nécessaire de garder cette espérance, les notations sont un peu inconsistantes à ce niveau-là. Alors, bon. Et voilà. Et donc, qu'avons-nous dans cette situation? On a effectivement une équation linéaire du second ordre dans L2 de oméga, mais avec une diffusion qui ne se passe qu'en dimension D. Ce qui est effectivement tout à fait logique, puisque ça correspond au fait que j'ai un brownien qui se balade dans RD. Alors, ok, c'est une équation du second ordre en dimension infinie, ce qui est un peu désagréable pour la théorie des solutions de viscosité, parce que je vous l'ai déjà indiqué,
La grosse difficulté, c'est que pour l'unicité des solutions de viscosité, il faut se servir de la théorie de la mesure en dimension finie pour faire les bonnes opérations qui étaient pour la complétion de l'équation. Hein, c'est ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, en x, y, x, y, les dérivés mixtes. Là, en dimension infinie, la démonstration ne marche pas, mais il y a une manière de contourner les choses si on a de la diffusion que dans qu'essentiellement en dimension finie. Là, c'est exactement en dimension finie. Donc là, c'est des vieux travaux que j'avais faits avec un nettoyage, parce que mon article était assez illisible, avec des limites où il y avait 8 paramètres à faire tendre, et l'ordre était très important, à faire tendre vers 0 les uns après les autres. Donc Zwiek a quand même beaucoup simplifié ça, il n'y en a plus que 3 ou 4 de paramètres qui doivent tendre vers 0, donc c'était quand même un peu plus agréable. Donc ça, c'est les références que je vous ai données. Donc quand on voit cette équation, on sait tout de suite que ça, c'est une équation qui est bien posée. Bon, de toute façon, à nouveau, il y a toutes les stratégies dont je vous avais parlé la semaine dernière. Donc pour des équations linéaires, pour comprendre les phénomènes d'unicité, ben, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté pour comprendre l'unicité de ces équations. Soit on se débrouille à la main avec des interprétations très très faibles, en se servant de la linéarité, du fait que ça soit donc l'approche zéro, c'est en se servant de la linéarité et des techniques de vérification, parce qu'on lit la régularité. Ce n'est pas une équation qui régularise, bien entendu, mais c'est une équation qui propage toute la régularité. Si vous démarrez avec un U0 qui sur L2 est très régulier, vous voyez que comme vous avez fait une simple translation, vous gardez exactement la même régularité. Donc il y a des solutions régulières de cette équation, on peut faire des vérifications très simples. Donc ça, je n'insiste pas là-dessus, ça c'est dans le cas particulier. De manière générale, il y a l'approche solution de viscosité, qui est la seule qui va pouvoir passer évidemment en non linéaire, la solution de viscosité, et donc là je vous avais mentionné ces articles, déjà la semaine dernière. Et la raison, c'est diffusion de dimension finie. De manière générale, comme il est plus que vraisemblable qu'il y ait, c'est pas réellement démontré, mais il n'y a pas de notion totalement intrinsèque de volume sur l'espace des mesures de proba, c'est donc pas tellement surprenant qu'il y ait que les diffusions soient forcément un peu restreintes en termes de dimensions dans lesquelles on bouge. Alors, de toute façon, dans lesquelles on bouge quand on a des espaces tangents qui sont aussi mauvais, c'est un peu compliqué à dire. Mais grosso modo, de dire que les objets que l'on va récupérer vont fondamentalement toujours entraîner des diffusions que essentiellement en dimension finie, c'est très naturel. Donc, du point de vue méthodologique, je ne crois pas qu'on loupe grand-chose, en tout cas pour la plupart des équations dont je comprends la structure. Je vous parlerai d'équations dont je ne comprends pas la structure à la fin de la séance aujourd'hui. Donc ça, c'est fin de l'histoire. Ce problème est bien posé au sens des solutions de viscosité. Il y a aussi des solutions régulières ou moyennement régulières. Enfin, tout marche bien. Mais à la limite, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est on a une formule pour l'équation. Donc, très simple. Alors, le point de vue dual en termes de mesure, j'en ai pas besoin. Et si je veux éviter les mesures, c'est que dès que je vais compliquer un peu, le point de vue des mesures ne va pas forcément beaucoup aider les choses. Mais si on s'intéresse aux lois, c'est assez naturel. Implicitement, on a les lois grâce à ces espérances, puisque UN0 est quelconque. En tout cas, on a toutes les marginales d'ordre fini. Mais il n'est pas totalement inutile d'avoir le point de vue des lois. Donc c'est une remarque qui n'apporte absolument rien à l'obtention, la dérivation que j'ai faite de l'équation limite, mais qui est un autre éclairage, certes trivial, mais c'est un autre éclairage tout de même.
Bien, si je prends l'équation duale, l'équation de propagation des lois, donc l'équation duale que je vais donc écrire sur des mesures, là j'écris des équations sur les fonctions continues, et c'est toujours préférable pour tous ces processus de travailler avec ce point de vue-là plutôt que le point de vue dual, tout simplement parce qu'on est a priori en train de manipuler des objets qui sont naturellement un peu plus réguliers, sont déjà continus, et donc quand je veux écrire des dérivés, c'est déjà mieux que plutôt que d'avoir des probas sur l'espace des probas qui n'ont aucune régularité. Alors, donc, en ce qui concerne l'équation duale, l'équation duale, c'est dmn sur dt. Moins 1 demi, c'est la même équation, puisque c'est évidemment une équation à coefficient constant. Somme de i égale 1 à j, de ij, somme sur i et j allant de 1 à n, de d2mn sur dxi dxj. Bien. Donc, chose très très simple. Alors, comprendre la limite quand n tend vers l'infini, grâce à Hewitt et Savage, grâce à tout ce que je vous ai déjà raconté dans ces processus de dualité, il suffit de comprendre pour l'équation duale, et puis après on se sert de la linéarité, il suffit de comprendre ce qui se passe lorsque, initialement, vous avez un produit. Le cas général, c'est simplement des superpositions au sens probabiliste, des combinaisons au sens probabiliste de ces cas particuliers. Donc, pi de j égale 1, i égale 1 à n d'une certaine mesure de proba, m0 du xi. Alors donc, m0 étant un élément de P. Bon, alors, que l'on comprenne bien de quoi il s'agit, et c'est évidemment la même chose. La solution de ce bazar-là, on la connaît. Hein, c'est tout aussi explicite que ce qui est là-bas. C'est la même équation. Donc, effectivement, que dois-je dire? Eh bien, je dis tout de suite que Mn, c'est l'espérance du produit de i égale 1 à n de m0 de xi plus bt. Donc, je recommence, mais je regarde l'interprétation au sens des mesures. Je le fais doucement, parce qu'une fois qu'on aura bien compris ce cas-là, on va pouvoir généraliser et aller vers des choses de plus en plus complexes. Et ce n'est pas gratuit, j'en ai réellement besoin pour les Minfield Games, de faire des choses non linéaires, etc., etc. Alors, donc, si je fais ça, que va-t-il se passer? Eh bien, la limite, quand n tend vers l'infini, au sens limite de Hewitt et Savage, tend vers une mesure de proba pi de t, une mesure de proba sur l'espace des mesures de proba. Et quelle est-elle? Vous voyez que ce qui est à l'intérieur de la mesure de proba, c'est ça tend vers une masse de Dirac, hein, c'est un état pur, ça correspond à des choses indépendantes, pour un M0 translaté de BT. Bon, alors changer, là il y a un changement de signe parce que j'ai pris l'équation duale. Évidemment, moins bt est aussi un mouvement brownien. Donc c'est aussi vrai si je mets un moins bt. C'est pas forcément exactement le même. Si je veux que ce soit le même, il faut que je mette moins. Et donc la mesure pi de t en question, c'est je prends la mesure sur M0, je la translate de BT et je prends son espérance E étoile. Bien, E étoile, c'est un mélange d'états purs. Voilà une manière concise d'écrire la limite. Et bien entendu, si vous prenez maintenant la dualité, quand vous écrivez l'intégrale de U dpi de t, de U0 dpi de t, ce qui par dualité
doit vous donner l'intégrale de U de t fois dpi0, ça c'est la dualité. Pi0, c'est d'ailleurs delta m0. Hein. En d'autres termes, ceci, ce n'est rien d'autre que U de m0 et de t. Ce qui montre bien qu'il suffit de prendre des états comme ceci indépendants hein, pour vous donner les valeurs en n'importe quel point. Eh bien, si vous faites ceci, vous mettez le U0 à l'intérieur, ça vient taper sur le U0 de M0 translaté de BT, et vous avez exactement la formule qui est là-bas. Ceci, ce n'est rien d'autre que étoile de U0 de M0 translaté de BT. Évidemment, on retrouve la même formule par dualité. Ça vaut mieux. Donc c'est évidemment un cas très simple dans lequel on peut voir explicitement ce qui se passe aussi bien sur les fonctions continues que sur les mesures. Et l'un, un point de vue étant simplement le dual de l'autre. Bon, alors on va maintenant progressivement un peu compliquer les choses. Alors, compliquer les choses, comment ça va se passer? Donc ça, c'était le premier cas de figure. Donc c'était un brownien commun. Brownien pur. Commun, bien entendu. Je vais faire une toute petite extension, on va voir comment ça se modifie. Je ferai un saut un peu plus compliqué en termes de dépendance en X, le cadre le plus général. Et puis après, on passera à des cadres non linéaires. OK. Alors, donc, je vais effacer partiellement les choses ici. On va juste démarrer avec une dynamique stochastique un tout petit peu plus compliquée. Donc, ce que je vais faire ici, c'est qu'au lieu de mettre un pur des browniens, je vais mettre un sigma de xité. Donc ça, ce sera le deuxième cas. Donc c'est le cas diagonal. dBT. Pas beaucoup plus compliqué. Hein? Est-ce que déjà je peux comprendre un peu plus ce qui se passe? Alors, ouais. Que dire là-dessus? Ce que l'on a là, c'est qu'on a une même équation différentielle stochastique. Bon, la dépense en T, on s'en fout. Je vais prendre un cas homogène en temps, c'est vraiment pas c'est vraiment pas le souci. Donc j'ai une pure équation différentielle stochastique, je pourrais rajouter les termes du premier ordre, ça on sait les gérer, les termes du premier ordre, tout est linéaire. Le sigma là-dedans est une fonction lipschitzienne, de sorte que je peux représenter, si j'écris de la même façon que je fais ça pour une équation différentielle ordinaire, donc une autre manière d'écrire les choses, c'est de dire je suis dans mon espace oméga étoile, je résous cette équation différentielle stochastique, et j'ai donc un flot stochastique, un z de t, de petit z, et puis de oméga. Bon, je n'écris pas de oméga étoile, je ne l'écris pas, c'est implicite.
mais c'est quelque chose qui dépend de petit t et de la condition initiale petit z. Et donc, je suis dans une situation où simplement, je suis en train de dire que mes xi, c'est chaque fois le même flot, partant d'un point différent. Voilà comment on peut écrire les choses. Pensez, si vous n'êtes pas familier avec les équations différentielles stochastiques, pensez que c'est une équation différentielle ordinaire. Je prends le flot de l'équation différentielle ordinaire, et la seule chose que je suis en train de faire, c'est partir de points différents qui sont dans RD, n points dans RD, et puis appliquer le flot. L'équation aux dérivées partielles associée à la loi de ceci, de ce processus markovien, donc il suffit de regarder en termes de loi les marginales d'ordre 1. Eh bien, c'est donné par l'équation dun sur dt moins 1 demi. Si on est en 1D, pour simplifier les choses, ces notations, ce que vous allez avoir là, c'est la somme de i égale 1 à n de sigma carré de xi d2un. Ah, n'importe quoi. Sigma de xi, sigma, c'est la somme sur i et j allant de 1 à n. Le sigma de xi fois sigma de xj, d2un sur dxi, dxj, égale à 0. Je regarde l'heure parce que je veux vraiment finir aujourd'hui cette partie-là du coup. Alors, oui, alors, rien d'autre à dire ça. Donc ça, c'est une écriture unidimensionnelle. L'écriture générale multidimensionnelle, qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce qu'on a ici? C'est la somme de k allant de 1 à d de sigma ik de xi. Qu'est-ce que je suis? C'est pas terrible ça. Donc, le terme. Il va y avoir beaucoup d'indices. Donc, sigma est une matrice. Si on est en dimension, alors il y a la somme sur i et j allant de 1 à n. Tout ce bazar-là, ça va être une somme sur k, l, m. Alors, ils sont indépendants. Donc, kl, ça suffit. D de un sur dxik. Eh non. Dx. Vous comprenez bien que je m'y perds. Donc, il y a k, l et m. Donc, sigma. Alors, je vais prendre les coordonnées de cette matrice. Sigma km de xi. Sigma. Sigma lm. Voilà, c'est correct. De xi. De xi. Je vérifie bien. Donc vous comprenez pourquoi je préfère écrire les choses en dimension 1. Comme il y a n variables, il y a kk, il y a d coordonnées, c'est un peu compliqué. Ça vous plaît pas ma formule? Pourquoi tu te sens visé là? Non, mais c'est bien d'avoir mis un peu de blanc. Quand tu rougis, ça ressort mieux. Et là, c'est un J. Bon, et donc effectivement, ça va de 1 à D. Et la formule est maintenant correcte. Bon, alors c'est simplement pour dire que dans l'espace RD dimensionnel, bloc par bloc, on a une diffusion générale, et donc, bloc par bloc, on a une certaine diffusion en xi. Bon, ben voilà.
Donc, je l'écris une fois, je le mets de côté, hein, en termes de coordonnées. Hein. Alors, ce cas-là, bien. Alors, on réécrit la formule. C'est UN de grand X égale E étoile de U0 de Mn de X de T Là, il manque un L. Mais il est là, le L. Oui, c'est ça. Non? Oui, pardon? C'est un L. Bon, il était un peu caché. Bon. Il y a une formule exacte, qui est exacte, celle-là, en tout cas je l'espère, hein, qui correspond au cas multidimensionnel avec toutes les coordonnées là où il faut. On ne va pas épiloguer là-dessus. Si sigma est une matrice, B étant... et là, en plus, M, il ne varie pas forcément de 1 à D. Donc, c'est une somme sur M. Je ne précise pas la taille ni du brownien, ni de la matrice rectangulaire sigma, ce qui est important pour les cas dégénérés. Bon, en termes de régularité. C'est encore mieux et plus général comme ça. Bon, alors, donc ça, c'est vraiment un détail. Donc, on a effectivement cet objet, Mn de x de t, et x de t est obtenu à partir de xi, à partir de grand X. Ben, x de t, c'est le vecteur qui correspond à prendre comme coordonnées z de t de x1 et z de t de xn. Et donc, ce que vous avez là, c'est la mesure image par le flot grand Z de Mn. Hein? C'est, si vous voulez réécrire les choses, c'est 1 sur n, somme de i égale 1 à n, de delta de z de t et de xi. Composition entre guillemets de la mesure et du flot. Là, il y a des notations savantes pour faire les mesures images, mais que dont j'ai horreur. Bon, ben donc la limite, elle est claire. La limite, elle est claire. C'est U de M et de T, dans un cas comme ça, et l'espérance E étoile de U0 de la mesure image, donc ce que je vais écrire comme ceci, de M de T, mesure image de M par Z de T. Alors, si vous avez vraiment envie, hein, vous pouvez écrire les formules de changement de variables, etc. Mais on va voir à quel point le point de vue L2 rend les choses beaucoup plus transparentes. Si je prends le point de vue L2, justement, tout ceci, c'est égal à E étoile. Et ça, c'est pas formel, hein, c'est parfaitement rigoureux, c'est encore la simplicité de la chose, mais au lieu d'avoir une simple translation parce que j'avais une diffusion à coefficient constant, ben, j'ai un flot qui agit. Mais de quoi s'agit-il? C'est un E étoile de quoi? C'est un E étoile de U0. Si j'écris en termes de variables aléatoires, comment je génère cette mesure image? À quoi correspond la mesure image de M par Z de T si M, c'est la loi d'une variable aléatoire grand X? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement Z de T de grand X.
C'est exactement ça l'opération mesure-image. Donc vous prenez vos variables aléatoires dans L2 et vous leur appliquez dans L2 de oméga et vous leur appliquez ce flot dans l'espace de probabilité oméga étoile. Donc ce que vous avez remplacé, c'est qu'au lieu de rajouter à grand X un mouvement brownien dans oméga étoile, vous résolvez l'équation différentielle stochastique dans oméga étoile, mais dans laquelle vous rentrez la variable aléatoire comme condition initiale. Voilà. Bon, là encore, c'est un tout petit peu plus compliqué. On peut le faire aussi sur les mesures. Tout ça, c'est plus compliqué en notation, mais c'est exactement la même structure. On n'apprend rien de plus que le cas brownien pur. Simplement, on va vers un cadre un peu plus général. Quelle est la limite? Alors, je peux refaire le développement limité si vous en avez envie, mais ça ne présente rigoureusement aucun intérêt. L'équation limite, quelle est-elle? C'est du sur dt moins 1 demi de d2u. Bon, je n'écris pas en grand X. Maintenant, je l'applique à quoi? Je l'applique aux caractéristiques du processus de diffusion, c'est-à-dire sigma de x fois 1, mais sigma de x. Bon, là, je ne vous écris pas avec les I et J, K, L, EI, EJ. Bon, c'est le truc naturel. L'extension multidimensionnelle naturelle. Voilà. Voilà l'équation limite. Toujours même chose. On peut vérifier qu'il y a des solutions régulières. Solutions régulières, ça demande beaucoup de régularité. Si vous voulez travailler avec C2, il va falloir beaucoup de régularité. Essentiellement C2 sur sigma, et même un peu plus. Donc, les processus de vérification, ils sont beaucoup plus consommateurs de régularité sur sigma. Avec juste sigma Lipschitz, les solutions de stabilité fonctionnent. Donc, existence, unicité. Ce qui est quand même assez naturel, parce que derrière stabilité, et il y a quand même tend vers l'infini, enfin dans le principe maximum, quand même tend vers l'infini, la stabilité par rapport à n, on l'a démontré, là on a fait cette démonstration, il est facile de de la justifier. C'est des convergences faibles de mesure, ce flot il est bien fichu, bon. Presque sûrement lipschitzien par rapport à la condition initiale, donc il n'y a vraiment aucune difficulté. Existence, unicité, stabilité, donc tout se passe bien pour cette équation. Fin de l'affaire, ça marche exactement pareil. Pas de souci. Bon. Et maintenant, on va encore un peu plus compliqué. Et là, on va deviner. On va deviner, emporté par notre habitude. Et puis là, en termes de justification, on va faire donc un saut de difficulté. Mais maintenant, on a l'entraînement. Donc, c'est que je vais prendre ce que j'appellerai le cas général corrélé. Après, on peut combiner ce qu'on a fait la semaine dernière et ce que je suis en train de faire. Là, je prends corrélation maximale. C'est-à-dire un seul brownien partagé par tous. Et puis après, je peux rajouter des browniens indépendants. Et je ne peux pas faire plus. Corrélé totalement. C'est totalement corrélé. Totalement corrélé. Complètement corrélé. Alors, de quoi je pars? Je pars de dxi égale sigma de xi. Et maintenant, je vais rajouter le fait que ça dépend des autres variables.
Alors, les particules sont indistinguables. Il y a ce processus de symétrie. Donc, ça doit dépendre des autres variables de manière symétrique. Donc, c'est les xj pour j différent de i. Et j'ai ici une fonction symétrique. dB. Et là, ce que je vais faire, c'est supposer que, ce n'est pas une hypothèse, on sait bien, si j'ai les bonnes hypothèses de continuité, que dès que j'ai une situation comme ceci avec la symétrie, je peux penser que c'est asymptotiquement semblable quand n tend vers l'infini, et je vais faire égal pour éviter les processus de passage à la limite, que c'est en fait une fonction sigma qui est réellement définie sur les x et sur les mesures de proba à travers la mesure empirique. Donc, lorsque j'écris ceci, je suis en train d'écrire un sigma un sigma qui est réellement une fonction qui est Lipschitz sur RD, 3P2. L'équation, je peux l'écrire, mais je ne vais pas insister. C'est dun sur dt moins 1 demi, somme de i égale de ij allant de 1 à d, de d de un sur dxi, dxj, et le tout étant multiplié, donc ça c'est unidimensionnel, hein, par sigma de xi et du bazar, sigma. Alors, le bazar, il faut que je dise 1 sur n. J'ai dit 1 sur n, c'est 1 sur n moins 1. Si on veut être vraiment puriste et avoir... Enfin, c'est pas être puriste, c'est si on veut que ça soit une mesure de proba. 1 sur n moins 1, la somme pour les cas différents de i de delta xk, multiplié par sigma de xj, 1 sur n moins 1, la somme sur les cas différents de j de delta xk. Les autres, quoi. Et tout ça égale à 0. Bon, alors c'est bien gentil, ça. Mais là, on ne peut plus écrire de formule réellement explicite. Alors, raisonnons de manière heuristique. Et puis après, il suffira de vérifier que le problème est bien posé au sens des solutions de viscosité, ce qui sera une trivialité. Et il suffira de dire, c'est bon, si c'est bien posé au sens des solutions de viscosité, si je sais que le générateur est le bon sur les polynômes, c'est fini. Donc en 3 lignes, le truc est torché. Déjà, essayons de deviner l'équation. Bon, c'est pas très très compliqué. On se dit ça va être M. Ça va être M. À la limite, quand n tend vers l'infini. M étant donné, c'est très formel tout ça. M étant donné, j'ai un sigma de xi et de m, c'est plus qu'une fonction de xi, donc je suis ramené au cas précédent. Si je suis ramené au cas précédent, je sais ce que doit être l'équation. Je l'écris directement dans L2. Et donc, je m'attends à ce que, formellement, je trouve du sur dt moins 1 demi de d2u. Donc, je vais vraiment écrire les variables qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Donc, commence bien. du sur dt en x et t. Moins 1 demi de d2u en x et t, appliqué à quoi? Appliqué à sigma de x et de la loi de x.
égale à 0. En d'autres termes, une certaine fonctionnelle de x. Tout ça, c'est une fonction de x. Ben voilà. Ça paraît vraisemblable. Ce n'est pas réellement une démonstration. Bon. Je vais le faire avec des polynômes de degré 1, après, pour justifier. Alors, en termes de... heuristiquement, ça paraît raisonnable. En termes de résolution de cette équation aux dérivées secondes, enfin, parabolique en dimension infinie, il n'y a pas de problème, parce que tout ça, c'est une diffusion en dimension 1, même si elle est modulée, point par point, la seule direction dans laquelle je diffuse est la dimension 1. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, c'est au pire une diffusion dans la RD, toujours pareil. Alors, donc, existence, unicité, stabilité. Rien à dire. Et c'est donc comme si on avait une équation limite qui est un d grand X égale sigma de X et de la loi de X dBt. Ce qui est quand même très naturel, parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement remplacé, j'ai dit, ceci, ça tend vers la loi de X. Bon. Mais ce n'est pas entièrement exact, parce qu'il n'y a pas propagation du chaos, donc je ne veux pas... ça ressemble à ça, mais ce n'est pas la bonne réponse. Donc ça, ce n'est pas vrai. Donc, on peut imaginer quelque chose comme ça, mais ce n'est pas la bonne réponse. Je le montre et je l'efface. Pareil. Pareil, c'est un cas particulier, tu vires le x. Tu as cette équation limite. Donc ça ne change rien. C'est un cas particulier. Ah, tu veux dire, est-ce que ça permet de faire des calculs explicites, c'est ça? Oui, tu dois pouvoir faire quelque chose comme ça. Ça dépend si tu mets la somme pour les j différents de i ou si tu mets toute la somme. Si tu mets toute la somme, tu vas avoir une équation fermée sur la somme. Oui, ça peut être... C'est une manière ça permet d'élucider un peu la structure. Cette remarque est certainement valable. Je n'ai pas essayé, donc je ne peux pas te dire... Mais enfin, bon, de toute façon, à la fin, on doit bien retrouver la bonne chose. C'est-à-dire, là je pense où tu as raison, c'est que si ça dépend que de la somme complète, tu négliges le 1 sur n et le 1 sur n moins 1. Ou si tu prends que ces cas-là, tu vois bien la structure limite. C'est facile. Le deuxième cas, je ne l'ai pas fait. Enfin, tu suggères, je n'ai pas fait les calculs. Mais comme on a une équation fermée sur la somme, ça doit bien marcher. Et ensuite, on injecte ça dans les xi et ça gouverne tout. Donc, on sent bien comment ça marche. Le cas général, je ne vois pas de manière directe, sans deviner un peu quelle est la bonne réponse comme ceci. Je ne sais pas s'il est possible de donner un petit argument semi-explicite. Alors, du point de vue de la justification mathématique, une fois qu'on sait que c'est bon, on a récupéré une bonne équation, en tout cas formellement à la limite, la seule chose qu'il y a à vérifier, c'est de vérifier que pour des fonctions régulières, le générateur converge bien, au sens n tend vers l'infini, vers le bon générateur. C'est la seule chose qu'il y a à vérifier.
Et on a le droit de faire ça pour des fonctions aussi régulières que l'on veut. C'est les solutions de viscosité, en particulier pour les polynômes. Alors bon, c'est une équation linéaire, donc il suffit de prendre des monomes. C'est une équation linéaire, donc les monomes, on peut les prendre sous forme de produits. Donc je vais vous faire ça des polynômes de degré 1, parce que les calculs sont plus longs, mais sont essentiellement identiques. Pour les polynômes, oui, je ne sais pas si j'ai le temps de... Je dois avoir le temps de faire les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2.